Donc, aujourd'hui, donc, troisième conférence, je vous résume avec une grosse louche ou à la serpette la première et la deuxième. La première conférence, nous avons vu que la forme partie, c'est quelque chose de récent. Deuxième moitié du XIXe siècle. Et que c'est une invention du mouvement ouvrier avec d'emblée une dimension démocratique du parti, de la forme parti. Nous avons vu aussi que Karl Marx et Friedrich Engels ont joué un rôle non négligeable dans cette affaire-là. Ils ont poussé de toute leur force à ce que le mouvement ouvrier dépasse la forme secte à laquelle il adhérait au départ et pour qu'il adopte la forme parti. Et d'autre part encore, première conférence toujours, nous avons vu que la forme parti, en particulier au XXe siècle, s'est avérée être un atout pour le monde du travail. Elle a permis, alors c'est surtout vrai de la longue période de direction du PCF par Maurice Thorez, de 1930 à 1964, c'est surtout vrai de cette époque-là, elle a permis qu'émergent dans la société des dirigeants politiques d'origine ouvrière. Bon, ce n'est plus tout à fait le cas. En tout cas, cette première conférence, ce qu'elle nous incite à faire, c'est à jeter un regard neuf sur la forme parti, à sortir du discours de la critique systématique du discours qui consiste à jeter sur la forme parti un regard systématiquement négatif. La deuxième conférence, c'est un petit peu différent. Elle est consacrée, cette deuxième conférence, aux critiques faites à la forme parti. Nous avons vu que la toute première critique qui est faite est importante et reprise par toute une série d'intellectuels après, c'est que le pouvoir est confisqué par une oligarchie qui s'installe, qui confisque le pouvoir, et voilà. Donc nous avons vu que cette critique qui a été formulée en premier lieu en 1911 a été reprise d'une manière ou d'une autre par d'autres. Foucault, Bourdieu, etc. Et puis est arrivée une deuxième critique, après celle-ci, mais plutôt aux alentours des années 60-70, dans la foulée de ce que l'on a appelé les nouveaux mouvements sociaux. C'est là aussi où sont arrivés les ONG, etc. Et là, c'est aussi une critique qui a dit, oui, bon, la forme parti, si c'est pour nous proposer le Parti communiste d'Union soviétique, non merci. Quétier pose au bout du bout cette question, est-ce qu'il faut faire sans le parti? Il remarque que les anarchistes disent oui. Il relève ça, que les anarchistes disent oui, il faut faire sans la forme parti. Le courant conseilliste, très fort en Italie dans les années 1920, il dit oui aussi. Et puis, bien sûr, qui est-ce qui dit oui aussi? C'est le mouvement La France Insoumise qui dit qu'il faut dépasser la forme du parti. Mais en même temps, Quétier relève que la France Insoumise qui veut dépasser la forme parti, finalement, elle pratique, dans sa pratique, elle s'en rapproche beaucoup, puisque la France Insoumise, elle est plutôt sous le régime d'un chef charismatique.
Donc, Quétier dit, les alternatives à la forme parti, eh bien, en fin de compte, elles ne sont pas convaincantes, et donc la forme parti, eh bien, au bout du bout, elle n'est pas délégitimée par l'histoire du 19e et du 20e siècle. Et donc la question n'est pas de la remplacer, mais de la réformer. Voilà, c'est un résumé très rapide, évidemment. Vous avez les textes de la première et de la deuxième partie sur mon blog dans le site des Amis de la Liberté. Et donc, troisième partie, eh bien, c'est la question de la réforme, des pistes pour rénover la forme partie. Je vais aborder trois questions. La question du centralisme démocratique. Que faire du centralisme démocratique? Une deuxième question pour laquelle on va emprunter une phrase à Gramsci, et cette phrase c'est qu'il faut considérer tous les membres d'un parti politique comme des intellectuels. Donc nous allons aborder cette question. Considérer tous les membres d'un parti politique comme des intellectuels. Et puis enfin, je vous proposerai quelques réflexions sur un troisième enjeu qui est que le parti retrouve une assise populaire de masse. Le centralisme démocratique c'est un mode de fonctionnement qui a souvent été pris à partie. En gros, la pensée dominante, elle présente le centralisme démocratique comme l'opérateur par excellence de pratiques disciplinaires visant à museler toutes les oppositions et à subordonner de la façon la plus stricte la base du parti à son sommet. Voilà comment Quétier résume les choses. Et il poursuit en disant que cette même pensée dominante, elle ressasse son idée en disant que le centralisme démocratique, c'est le péché originel du léninisme portant en germe une grande partie des crimes et des tragédies liées au stalinisme. Donc, la pensée dominante fait une articulation entre les deux. Soit tu l'éteins, soit tu mets le... Alors, Quétier se propose d'établir deux choses. Premièrement, ce qu'il veut établir, c'est que il y a un monde entre le centralisme démocratique de Lénine et celui de Staline. Donc ça, il veut déjà établir ça. Et deuxièmement, il va argumenter l'idée qu'il n'est pas sûr du tout que le centralisme démocratique soit un obstacle à la démocratie dans le parti. Donc il va se placer en travers de la route de l'idéologie dominante de bout en bout. Alors, première remarque, bon, et je ne vais pas y revenir, mais je l'ai déjà évoqué il y a quelques minutes, dans la France d'aujourd'hui, dans la France des années 2020, il y a une chose que l'on peut dire, c'est que les tendances les plus centralisatrices, elles se trouvent du côté de ceux qui s'inscrivent en rupture avec la forme parti. Donc encore une fois, là, je vise la France insoumise, et non du côté de ceux qui s'en réclament ou qui s'en sont réclamés. Puisque, on pourrait dire aussi, il faut aussi le dire, le PCF, il a jeté à la rivière le centralisme démocratique. Voilà, donc ça, j'évacue cette idée-là, je la mentionne pour l'évacuer aussitôt. Que dit Lénine sur le centralisme démocratique?
il s'exprime là-dessus en 1906 dans un article intitulé « Liberté de critique et unité d'action ». Alors voilà, le principe du centralisme démocratique et de l'autonomie des organisations locales signifie précisément la liberté de critique entièrement et partout, tant qu'elle ne met pas obstacle à l'unité d'une action déterminée. Et d'autre part, l'inadmissibilité de toute critique détruisant ou gênant l'unité d'une action décidée par le parti. Vous suivez? Soit je commente ou je reformule, de deux choses l'une, ou bien le parti est dans une phase, pour résumer, je vais dire dans une phase de congrès, de préparation d'un congrès, ou bien il est dans une phase de préparation d'un congrès, ou bien le congrès est passé et ce congrès, il a pris des décisions. Dans le premier cas, toute critique est bienvenue. Toute critique est bienvenue sans la moindre restriction. Et dans le deuxième cas, aucune critique, dès lors qu'il s'agit de critiquer les actions décidées, bien entendu. Dans le deuxième cas, aucune critique n'est admissible. Aucune. Dès lors, toute critique détruisant ou gênant l'unité d'une action décidée par le parti. Okay? Donc c'est soit l'un, soit l'autre. Donc le centralisme démocratique doit être conçu comme la conjonction de deux éléments complémentaires, solidaires, la discipline qu'implique l'unité d'action, mais interprétée avec beaucoup de rigueur, et puis la radicale liberté de critique préalable qui rend légitime la décision qui va être prise. Le problème, c'est que cette conception léniniste, qui, me semble-t-il, est claire, elle est claire. Elle n'a, pour ainsi dire, pas connu d'application. Pourquoi? Parce que le parti de Lénine a le plus souvent été clandestin. Quand il ne l'a pas été, il était en but à une guerre civile. Ou bien encore, et là je vais y venir, ou bien encore, eh bien c'est le phénomène Staline qui a progressivement, à partir des années 1922, et puis surtout à partir de 1924 avec la mort de Lénine, où Staline prend le pouvoir et l'ascendant sur le parti. Et si vous mettez bout à bout les périodes de clandestinité, les périodes de guerre civile, et puis après le phénomène Staline qui va durer, je ne sais plus combien, une trentaine d'années, oui, 30 ans, si on prend 23-53, ça fait 30. Donc, eh bien, le pli qui va être pris au fil des décennies, c'est un centralisme non pas démocratique, mais bureaucratique, bien sûr. C'est une appréciation, ça, centralisme bureaucratique, porté par Gramsci. Il s'en fait l'écho dans une lettre qu'il adresse au Parti communiste soviétique. Aujourd'hui, quelle centralité, quel centralisme démocratique on pourrait imaginer aujourd'hui? Alors là, Quétier fait appel à un ouvrage de Lucien Sèvres qui s'appelle « Commencer par les fins »,
publié en 1999. Et il retient dans cet ouvrage 3 idées et qu'il approuve. La première, il faut remettre en question l'idée selon laquelle le parti est une organisation qui ne saurait être construite que de haut, qu'à partir du haut, et jamais à partir du bas. Donc, Quétier reprend à son compte cette idée que le parti, il doit pouvoir être construit à la fois à partir du haut et à partir du bas. Après, il faut organiser ça concrètement, il faut mettre des procédures derrière. C'est une autre chose. Sèvres plaide, et Quétier le suit là-dessus, Sèvres plaide pour une dialectique de l'organisation, donc. Bon, Sèvres et Quétier sont d'accord pour dire que dans un parti, il y a une structure, il y a des décisions qui ont été prises au fil des ans, tout au long des décennies, et que tout ça, ce sont des choses établies, qui existent, gravées dans le marbre, et qu'il faut le respecter. Si on ne le fait pas, on retombe dans l'inorganisation, l'anarchie, etc. Donc, c'est pas ce qu'on veut. Mais ces structures et ces décisions, cet institué, ne doivent jamais dégénérer en aliénation des membres du parti. Il ne faut jamais que les membres du parti se retrouvent, disons, face à tout cet existant, à cet institué qui les domine, qui les aliène. Il doit toujours être possible, depuis le bas, de défaire et de refaire ce qui a été construit en haut. Il faut trouver des limites, il faut trouver des procédures. Je ne rentre pas là-dedans. Si je rentre là-dedans, je suis foutu. Mais il faut trouver des procédures. Ça, c'est la première idée. Deuxième idée, il faut distinguer verticalité et centralité. Dans la logique qui était celle du centralisme démocratique, qui a viré en centralisme bureaucratique, dans cette logique-là, la centralité, c'était de la verticalité. Centralité, verticalité, c'était tout pareil. La discipline, la hiérarchie, voilà, discipline, hiérarchie. Dans le contexte de la clandestinité ou de la guerre civile, bien sûr, cela pouvait se comprendre. Sèvres, lui, et Quétier avec lui, plaident pour une centralité entendue en un tout autre sens. Voilà le point sur cette deuxième idée. Ce qu'ils imaginent, c'est une prolifération d'expériences transformatrices originales sur des terrains aussi variés que possible, qui appellent de toute nécessité pour une force organisée des informations réciproques, allant dans tous les sens, des évaluations croisées, venant du haut, venant du bas, des approfondissements communs, en bas, au milieu, en haut, des conclusions transversales à tous les niveaux, et puis une centralisation élaborative renvoyant elle-même à la décentralisation de ces résultats provisoires et inversement en un incessant va-et-vient. Donc quelque chose de particulièrement complexe, vivant, qui va dans tous les sens, de haut en bas, de bas en haut, mais même à un niveau particulier qui peut impliquer une diversité de collectifs, pas seulement les membres du parti, mais d'autres personnes. On peut imaginer un travail avec des associations, des ONG à un niveau donné, à Nice ou
au niveau national, etc. Bon, ça, c'est ce que vise Sèvres, et il dit que c'est une centralité qui est complètement rénovée, mais qui permet d'échanger et aussi de conclure, de décider. Il pense que ça permet de décider. Et la troisième idée que Sèvres argumente, et Quétier avec lui, elle est encore plus originale. Elle consiste à dire que, bon, de grandes responsabilités, bien sûr, incombent aux directions de l'organisation du parti à tous les niveaux. Ils ont de grandes responsabilités au niveau national, au niveau départemental, au niveau d'une section, etc. Tout le monde a de grandes responsabilités, chacun son niveau. Mais il faut veiller à ce qu'une intense activité se déploie à tous les niveaux de direction, à tous les niveaux tout court, ce qui, c'est l'expérience que nous pouvons avoir les uns et les autres, n'est pas nécessairement le cas actuellement. Ce sont plutôt les niveaux élevés qui monopolisent l'activité de débat, l'activité réflexive, etc. Il est certain que dans le Parti communiste, par exemple, les réunions régulières et fréquentes du Conseil national représentent une richesse dont nous avons communication des résultats, bien entendu. Ça représente une richesse, mais c'est à peu près, et quand je dis à peu près, je devrais dire, c'est en fait le seul niveau où une réflexion a lieu. Je crois qu'on peut le dire. Aux autres niveaux, il y a des réunions, mais elles ne donnent lieu à aucune publicité. Il n'y a pas de compte rendu? Non. Ah bon? Non. Moi, les comptes rendus que j'ai sur les réunions du conseil départemental, je les ai par des membres du conseil départemental, mais le conseil départemental en tant que tel n'informe pas les membres du parti dans le département. Alors, l'idée que formule Sèvres, l'idée décoiffante, elle est la suivante. Il considère qu'un parti doit finalement tendre vers la réduction maximale de l'activité politique que les directions prennent en charge, et cela le conduit à mettre en avant le thème du dépérissement des directions, directement inspiré de celui du dépérissement de l'État. Entendons-nous bien, dépérissement des directions, c'est vu dans le même esprit que dépérissement de l'État, c'est-à-dire on a affaire là à un processus long, dans le long terme. Le dépérissement de l'État, c'est un processus dans le long terme. L'État dépérit à mesure que la société se révèle être en mesure de prendre à sa charge de plus en plus de fonctions. Que dans les entreprises, les ouvriers se révèlent en mesure de prendre à leur charge de plus en plus de fonctions. Et ce processus, il est évidemment très très progressif. Et là, c'est pareil. Il ne s'agit pas de dire du jour au lendemain, les directions vont s'effacer. D'abord, vous imaginez la réaction des directions. Hein, vous imaginez comme moi. Donc, c'est pas ça l'idée. Ne la caricaturons pas. Alors, je reformule avec un langage un petit peu techno d'aujourd'hui. On pourrait dire que c'est une centralité d'un nouveau type qui est conçu comme un hub.
Un hub, c'est-à-dire un point nodal où viennent se croiser, se rassembler, où passent tout un tas de choses. Un hub, c'est par exemple un aéroport, c'est un hub pour une flotte aérienne. Et comme un hub où on vient apporter des choses, ou bien en prendre. Un hub où on vient apporter ou chercher des choses, où on vient apporter des idées, ou apporter des résultats, ou bien inversement, chercher des objectifs ou chercher des ressources. Cette centralité-là, elle fonctionne comme un outil au service de l'autonomie et de l'émancipation. Elle comporte une dimension d'application de directives, mais qui, par hypothèse, irait en s'amenuisant tout doucement, et aussi une dimension d'invention, d'initiative locale, qui, par hypothèse, à l'inverse, irait en s'accroissant progressivement. La distinction, la division entre les chefs et les exécutants, entre les dirigeants et les dirigés, elle se trouverait tout doucement atténuée et on irait vers l'idée là de ce que disait Lénine. Je ne sais plus si je l'ai mentionné la fois dernière ou la fois d'avant. Lénine qui disait que la cuisinière devait devenir capable de participer à la gestion de l'État. Est-ce que j'ai mentionné cette idée de Lénine? Non, peut-être pas. Donc, attention, aujourd'hui, il faudrait que tu dises il est cuisinier, point E. Hein? Donc, oui. Lénine qui disait ça un jour, la cuisinière devait pouvoir participer à la gestion de l'État. Donc, cette idée de Sèvres et de Quétier, elle va vers ça. Elle va vers ça, et donc du coup, elle va vers, et c'est la deuxième idée que je veux aborder, qui dit qu'il faudrait considérer tous les membres d'un parti politique comme des intellectuels. Mais peut-être qu'avant d'aborder cette deuxième idée, on peut ouvrir un tout petit débat, hein, si vous le souhaitez, si vous avez des questions. J'ai deux, trois choses, mais comme je n'ai pas assisté aux séances d'avant, je vais peut-être aussi parler de ce que tu as dit auparavant. Le résumé de tout à l'heure. Voilà. Premier truc, quand j'ai fait une école fédérale, ça remonte à Perpète, un responsable fédéral que j'admire beaucoup et qui est plus ici, nous a expliqué le centenarisme démocratique. Et il nous a dit en riant, voilà, imaginez un chantier, il y a le boccio, celui qui fait les basses, l'apprenti, qui fait les basses tâches, puis il y a le maître maçon qui est en haut de l'échafaudage. Et le premier truc, c'est il faut monter le seau d'eau. Donc, en haut, monte l'eau, fait monter les informations. Non, le seau d'eau. Et arrivé là-haut, il fait ce qu'il veut, puis il lâche le seau, et il dit fais remonter l'eau. Mais c'est ça. Le Flandrien, il disait, on est dans cette situation-là. C'est-à-dire qu'on essaie de récolter des informations, mais lorsque ça arrive, on lâche sans qu'on sache le travail qui s'est fait, parce que ça ne s'est pas fait. Et pour moi, c'est un truc qui est essentiel. Je crois que si on n'arrive pas à avoir réellement une préparation, tu parlais des conseils nationaux, j'ai vécu dans d'autres organisations sur le même type de principe. Mais si ceux qui sont au conseil national n'ont pas la possibilité de donner auparavant les informations qu'ils devront recevoir pour pouvoir débattre, à leur mandant, c'est plus des mandants, c'est forcément quelque chose qui va devenir bureaucratique. Parce qu'ils se représentent eux-mêmes. Et donc, alors pour reprendre le vieux terme, la base, elle ne va pas irriguer le sommet.
Et donc, forcément, quand la décision est prise, il y a peut-être eu débat, il y a peut-être des comptes rendus des débats, mais ça tombe, parce que c'est décidé. Et ça, je crois que c'est un des premiers problèmes que me pose ce type de fonctionnement. Mais les problèmes, d'après ce que tu dis, les problèmes discutés, ils tombent jamais à la base. C'est pas ça. Au départ, je comprends. Moi, ce que je vois, c'est que lorsqu'il y a un rapport qui est présenté, il est préparé par une direction. Oui. Et ce rapport, Et c'est il n'est pas forcément donné à tous les militants qui devraient pouvoir en discuter pour dire à ceux qui iront au Conseil national, il faut penser ceci ou cela. Oui, Ça, c'est le premier ce truc. rapport, ça concerne le contenu, Mais- c'est quoi? mais C'est des c'est- interrogations sur des décisions à C'est prendre. les décisions à prendre, c'est des trucs Ouais. comme ça. Hein. C'est ce qui se fait d'habitude. Oui, mais il y a. Pardon. Vas-y. Quand ceux d'en haut prennent des décisions, pour qu'on dise la base de leur recherche. Sinon, la base qui fait remonter certaines informations, qu'ils puissent décider et mettre en place certains nombres de processus. Alors, Jean-Pierre. par expérience, c'est vrai qu'il y a eu un temps, j'ai des responsabilités, il y avait les comptes rendus du comité central, ça s'appelait à l'époque, dans l'humanité intégrale. Oui. Oui. Donc, Il n'y a pas encore si longtemps. accès, non, depuis que le humain a changé, qu'il n'est plus le journal du Parti communiste. Voilà. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tous les adhérents, moi-même, je reçois, par Internet, toutes les décisions prises, les rapports, les différents rapports du secrétaire général, du secrétaire d'organe, etc., le responsable, mettons, pour les élections, pour les municipales, et on clique, et donc on a tout ça, et on a les interventions de camarades qui veuillent bien, certains, pour pas rentrer dans une polémique et tout, ils souhaitent que ce ne soit pas publié leurs interventions. Ce qui a un problème, c'est qu'il y a un affaiblissement. Je crois qu'il va y avoir 160 membres. En général, il y a 90 membres qui participent. Les autres, yes. Auparavant, il y a eu aussi une période où, suivant les sujets, on demandait l'avis à la base. Là, il n'y a plus rien parce qu'on a démoli certaines structures de base, comme les cellules. Ce que tu disais, toi, par rapport à l'organisation de la base et du département, ça c'est quand même notre département qui c'est problématique. Il Oui. n'écoute pas la nouvelle direction. Mais par exemple, le département là où il y a mon ami, les Bouches-du-Rhône, ils sont structurés comme on faisait avant. Tous les lundis, elle vient pas à Nice, pourquoi? Tous les lundis, il y a le bureau de section, les comités de section. Bon, à la différence, c'est qu'elle est vers l'étang. Il y a des dockers, EDF, parce qu'il y a des usines, il y a la Shell Pétrochimie, il y a énormément de salariés. Donc, tout ça, c'est une situation différente. Bon, la seule différence qu'il y a, c'est que c'est les Bouches-du-Rhône, Il y a encore beaucoup de communes. industrialisé. La preuve, à l'étang de Berre, ils sont en train de développer dans un coin où ils vont créer plusieurs milliers d'emplois sur les nouvelles énergies, etc. Le problème qu'ils rencontrent, c'est le poids de Marseille-Ville qui n'écoute pas toujours. Voilà. Donc, mais après, on est formé avec les outils d'aujourd'hui, je crois que ça c'est bien. Moi je reçois régulièrement et c'est intéressant. Mais bon, mais la démocratie elle marche moins bien qu'auparavant. Le centralisme démocratique, moi je trouvais qu'on n'en subissait pas trop. On prend une décision, c'est comme les élections, la majorité est élue, et ils mettent en application ce à quoi ils ont été mandatés. Ça se passait pour le Parti communiste en partie. Après, il y a eu, moi je pense, une erreur, c'est que dans les congrès, c'est discuté par tous les militants, il y a eu 4 textes. Oui. Il y a eu quoi? 4 textes. Ah oui. Du coup, ça divisait, et aujourd'hui, par exemple, en ce qui concerne le Parti communiste,
mais il y a des tendances qui n'existaient pas. Auparavant, on n'était pas d'accord, bon, on se mettait sur le côté, mais on avait le droit d'intervenir, etc. Et là, on voit les tendances PRCF, alternatives communistes, donc c'est un affaiblissement de l'organisation. Et en plus, il n'y a plus le rapport de force, comme je disais, des cellules, des sections. Moi, je sais que, par exemple, quand j'étais secrétaire d'organisation du département, il y avait 342 cellules, 42 sections dans toutes les villes, et les entreprises, il y avait EDF, SNCF, La Poste, etc. Il y avait plusieurs cellules dans différentes villes. Il y avait, comme je l'ai dit l'autre fois, 7000 adhérents, aujourd'hui on est 535. Et la différence. En fait, ce qui manque dans ce type de mouvement démocratique dans un parti, aujourd'hui, ce qui manque désespérément, ce sont les militants. Quoi. Voilà. Et est-ce que d'après vous, c'est valable pour tous les partis, ce système de... On prend des décisions au sommet et on se... Les autres partis, en général, là par exemple il y a un comité national des partis communistes, et les autres partis, il n'y a pas de réunion nationale, il y a quelques dirigeants qui décident. C'est encore pire. C'est pire. C'est pire. Voilà. Et nous on a quand même des discussions sur des sujets précis qu'on peut contester. On peut dire non, on n'est pas d'accord avec... José. Oui, moi je reviens, ce que tu décris, c'est comment l'eau redescend. Oui. Mais de quelle façon elle monte? C'est ça. Le problème, et c'est vrai que c'est lié au fait qu'il y a de moins en moins d'adhérents. Et il faut pas imaginer, il faut imaginer que de toute manière, c'est difficile de venir à une réunion comme celle-là, dans laquelle on pourrait discuter, dans laquelle il y aurait quelqu'un qui a été élu et qui va pouvoir se faire le porte-parole à chacun du niveau supérieur. Ça demande un investissement considérable. Et ça me permet de dire un deuxième truc. La Constitution française dit explicitement les partis concourent à la démocratie. Oui, c'est un acquis. Sauf que les partis, on a tout fait pour les démolir. On ne leur donne pas de moyens de fonctionner. Ceux qui ont les moyens de fonctionner, c'est ceux qui peuvent recevoir du pognon. Et on les a, depuis De Gaulle, transformés systématiquement depuis... En écurie. Écurie présidentielle. Voilà. Du coup, ça force à personnaliser tel ou tel qui pourra être le candidat. Ce qui est une catastrophe monumentale. Et c'est de cette façon-là, ça a marché à partir de là, de cette façon-là, à partir de la désignation d'un président à la présidentielle. Ça explique le côté centralisateur. Voilà. Troisième chose, il y a un truc qui manque absolument dans cette réflexion, c'est la façon dont on a réussi à casser, alors là spécifiquement, les organisations ouvrières. En gros, après 68, le patronat et les politiques se sont rendus compte que ce qui faisait la force du Parti communiste et de la CGT, qui ont empêché qu'il se passe n'importe quoi. Entre autres, c'est pour ça qu'on n'a pas eu d'intervention militaire. Il faut aussi se le dire, parce qu'il y était prêt. Et il avait toujours gaulliste, mon général. N'oublions pas qu'il est allé voir Massu à... Et Massu, c'est quand même l'homme qui, De Gaulle, a dit un jour, alors Massu, toujours aussi con? Et il a répondu, toujours gaulliste, mon général. Ça vous donne une idée du type de fonctionnement militaire. Alors, je le dis parce qu'aujourd'hui, il y a des choses qui me font peur. Troisième, je reviens à l'idée essentielle. Ils ont décidé de casser ces organisations. Et comment? Ben, c'est tout simple. Tu disais, on avait EDF, on avait, etc. Je peux vous dire, pas loin d'ici, il y avait l'usine à gaz. D'autre côté, l'usine à gaz, 10 cellules. 10 cellules du Parti communiste, à la Libération en 1945. Lorsqu'il y avait un PET à Michel, c'était des établissements
qui travaillent de l'acier. Pour Michel. Pour Michel. Non, c'est établissement Michel, qui était là où il y a le pont Michel. C'est là où il y a le long de la gare. Oui, c'était Voilà, c'était ça. c'est là où Et il y a ils le étaient pont. installés là parce qu'il y avait le train qui permettait de porter les matériaux. Ouais. C'est-à-dire, lorsqu'il y avait un PET dans un des deux lieux, l'usine à gaz ou les établissements Michel, sirène et grève des deux côtés. Ouais. Alors, pour la petite histoire, on va raconter nos histoires. Ma mère, elle travaillait là où il y a le boucher sur la place, là. Mais c'était pas un boucher, c'était une laverie. Bon, elle était repasseuse. Et quand il y avait, en 1948, il y a eu des grosses grèves. Et quand la gare, il y avait beaucoup de cheminots qui faisaient grève et tout ça. Et c'était le début de la création, si je me souviens bien, des flics, là, Des CRS. Jules Mock. Voilà. Et donc, les CRS, ils fonçaient pour dégager, parce qu'ils occupaient la gare. Et les cheminots, ils actionnaient leurs sirènes de locomotive. Et toutes les femmes du quartier, enfin toutes, beaucoup de femmes du quartier avaient prévu déjà toujours un peu de bouffe pour les mecs de la SNCF. Et elles couraient vite pour arriver devant les cheminots et se mettre pour faire semblant et pour donner la bouffe. Et les flics, ils ne voulaient pas taper les femmes et tout ça. Et voilà comment ça se passait. On avait à Nice une manufacture de tabac. Oui, Ouais. là où il y a Carrefour aujourd'hui. Là où il y a Carrefour. Cette manufacture, Non, c'était une... C'est là où il y a l'école. Carrefour, c'était le Non, garage. Les TNL, tu as raison. Non, c'est C'était là plus où il y a bas, l'école. là où ils ont fait, ils ont fait des grands bâtiments. Le long de À la cet rue. endroit-là, il y avait uniquement des femmes qui travaillaient. Et c'était Et il y avait un une lieu cellule, d'émancipation par le travail. mais c'était une cellule gigantesque. Oui, oui. Et alors, c'est pour ça que l'autre jour, je me suis permis de le dire. Moi, ce que m'ont raconté les dockers, que je fréquentais un petit peu dans ma jeunesse folle, lorsqu'il y a eu la rampe de V2 qui a été jetée dans le port, ils ont prévenu, attention, on a ça. Qui est-ce qui est venu? C'est les cigalouses, les femmes de là-bas, et les dockers, eux, ils essayaient de... Mais il y avait les flics. Les femmes sont arrivées en masse et ils ont réussi à le mettre comme ça. C'est parce qu'il y avait cette force prolétarienne. Et c'est ce qui me permet de passer à la dernière idée. Après 68, ces grands rassemblements d'ouvriers, d'exploités, on les a cassés. Renault, voilà, on l'a cassé et on a fabriqué plein de petites entreprises. C'est ça. Et deuxième truc qui s'est produit, on a imaginé de ne plus avoir des salariés permanents. On a multiplié les formes de précarité. Donc les gens, ils sont retrouvés dans des collectifs plus petits, ils sont retrouvés dans des conditions de travail qui les isolaient et qui en même temps les rendaient encore plus faibles. Bon ben voilà, on comprend pourquoi, petit à petit, un parti qui était fondé sur cet élément des forces productives, les exploiter, parce qu'il y avait les ensembles nécessaires, et c'est sûr qu'il est beaucoup plus difficile de fonder une cellule quand on est chez un artisan qui emploie 2 personnes ou 3 personnes, que lorsqu'on est dans un ensemble dans lequel il y a 800 personnes. C'est évident. Bien sûr. Et donc je termine là-dessus. Je crois que le dernier point, ce que tu signalais, ça correspond bien à la démarche qui a été celle de Robert Hue, qui a vu le problème. Il a vu ce qui se passait, mais il n'a pas résolu en disant on va faire des réseaux, on va faire des entités. Et naturellement, selon les intérêts des gens. Et oui, mais si on veut un parti de classe, se fonde sur les classes sociales. Voilà. C'est la question que je te posais l'autre fois à propos de ce que tu nous expliquais sur les classes sociales, etc. Si l'INSEE ne fait pas une distinction entre exploiteurs et exploités, mais c'est aussi une façon de brouiller cela. De tout. Tranquillement. Même
malgré ce qu'ils veulent, mais c'est l'idéologie qui traîne. Puis voilà. Et je crois que c'est ça le Mais problème. Jean-Pierre. La réalité, il y a comment je veux dire, réduire les partis politiques, moi je n'ai pas la même notion. Celui qui a fait le plus pour casser les partis politiques, c'est Macron. La droite, la gauche, regardez où ils en sont, tous éclatés. Mais quand même, les partis politiques, ils avaient été aidés. Parce que moi-même, je me rappelle bien comment ça s'est passé. Par exemple, les partis politiques n'avaient pas le droit d'être propriétaires des locaux. Et quand il y a eu le scandale de Juppé à la mairie de Paris, on a assaini, parce que tous les partis politiques touchaient des bakchiches. Moi-même, en tant que permanent du parti, je peux le dire aujourd'hui, j'étais payé par un bureau d'études, ça m'a servi mon CV pour après, puisqu'on avait des municipalités communistes, on construisait des HLM, donc on avait des bureaux d'études, et donc on mettait quelques permanents, on détournait de l'argent. La droite a fait pire que pendre. Parce qu'à un moment donné, rappelez-vous, dans la presse, on a attaqué Marché en disant votre société d'études, c'est des détournements d'argent, c'est la corruption. Et Marché a dit, ah mais vous voulez qu'on mette tout sur la table? Les médias le lendemain, plus rien. Parce que ce que faisait le Parti communiste ou d'autres partis de gauche, ce qui est tout petit, par contre, les autres, ils se gavaient en Les atteintes les plus importantes, ça a été par rapport aux organisations syndicales. On a tout fait pour les réduire. On a tout fait pour casser par exemple, les télécoms, il y avait tout, la poste, les téléphones, etc. On en a fait plusieurs sociétés. EDF, pareil. SNCF, pareil. Il y a le réseau, il y a les trains, il y a tout ça. Mais les partis politiques, en fin de compte, ils ont été aidés. Parce qu'avec l'histoire de Juppé, il s'est passé la chose suivante. Il y avait aussi cette réalité où il y avait des élus de tous les partis à l'Assemblée nationale et au Sénat. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? On a financé les partis. L'État finance les partis. C'est-à-dire que chaque électeur des partis, c'est, si je ne me trompe pas, c'est 1,49 € par an qui est versé au parti. Par voie législative. Par voie aux législatives. Au premier tour. Oui. Au premier tour. Donc, et la deuxième chose qui est très importante, sur les cotisations, les dons, vous avez un abattement fiscal de 66%. C'est-à-dire que moi je me suis permis à dire à des clients quand j'étais artisan en maçon, à des patrons de droite qui me taquinaient, j'ai dit tu sais que tu me payes une partie de mes cotisations. Eh oui, l'État me verse, me réduit 66%. Donc il y a eu quand même ça. Mais celui qui a vraiment massacré les partis, c'est Macron. Ouais. Et lui, pareil, il visait que le vertical, parce qu'il disait que les collectivités territoriales, tout ça, on en faisait. Après, il a vu qu'il ne pouvait pas faire sans eux. Ouais. Donc, on voit la difficulté. Donc, il faut voir un peu. Et aujourd'hui, tous les partis ont des difficultés. Regarde, le LR, c'était un parti très puissant et tout. Bon, ils font 17%. Je ne sais plus combien de députés. Il y a tout ça. Par contre, ce qui est inquiétant, c'est comment le RN a pu prendre tout ça. Et eux, pareil, vous avez vu, il n'y a pas de structure démocratique chez eux. Non, bien sûr. Ouais. Juste pour répondre à ce truc-là, moi j'y reviens. Il y a eu une volonté délibérée de la part des exploiteurs de foutre en l'air les organisations ouvrières. Après, pour ce qui concerne les autres partis, moi, je n'ai pas milité dans d'autres partis. Et aujourd'hui, je peux me targuer de mon expérience passée au PCF et une expérience syndicale. Et je peux vous dire que l'expérience syndicale, elle confirme ce que j'ai vécu ailleurs. Mais les partis politiques, ça fait longtemps que ça se casse la gueule. Quand il y a eu la loi dont tu parles, sur la subvention, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ils ont tous créé leur micro-parti. Oui. Oui, ça c'est... Et pas fou, tu as le parti d'Estrosi, mais Perra avait le sien, Jacques Médecin avait le sien,
la Leonetti à Nageur. C'était après, hein, les aides. Oui, mais ils ont commencé, et c'est un truc qui semble négligeable, mais la plupart des partis politiques traditionnels, je mets un peu en dehors le Parti communiste français et quelques autres de ce type, la plupart, ils sont dans une logique présidentielle. C'est ce qui a coûté aussi beaucoup. Et pourquoi il y a ces micro-partis? Au départ, c'est pas simplement le pognon. Au départ, c'est j'ai mon écurie. Et avec cette écurie, je deviens le féodal, il faut le garder en tête, le féodal de tel ou tel secteur. Et si possible, le féodal au-dessus. Rico. Oui, j'ai des images pour ce que tu viens de dire, parce que dans les partis, tous les ténors ont des tendances. Et le phénomène qui se passe entre la France ici et puis les DOM, c'est que dans les DOM, on retrouve toutes les tendances, les jupénistes, au PCSI avec 4 tendances, et bien on les retrouve alors. Ils trouvent les Guadeloupéens pour être responsables de ce micro-parti. Et ils montent des partis comme ça. C'est pour ça qu'il y a autant de partis, sinon plus, dans les DOM qu'ici. À chaque tendance, ils trouvent un lambert là-bas pour monter une petite structure. C'est comme ça que Marine Le Pen est arrivée. Elle a monté, et pas avec des blancs pays, avec des Guadeloupéens. Eh oui. Parce que pour eux, ils sont secrétaires du RN, ils ont une cotation, ils ont voilà. Vous êtes plusieurs de remarques. La première, vous êtes plusieurs à avoir évoqué les destructions, déconstructions des systèmes politiques, syndicaux, etc. Je vous signale que j'ai abordé ce sujet lors de 2 conférences. Et là, je me rends compte que je n'ai pas les dates, c'est bien dommage. Il va falloir que je revoie ça. C'est les conférences qui s'étaient faites à Guisol il y a, on va dire, 3 ans, à peu près, intitulées « La reconfiguration de l'hégémonie bourgeoise dans l'entreprise dans les années 80 et suivantes, après la révocation du compromis fordiste au tournant des années 70-80. En gros, pour les Américains et les Anglais, c'est Reagan-Thatcher, et pour nous, c'est Mitterrand. J'ai consacré 2 conférences au cours desquelles je décris la déconstruction du système du CDI mensualisé, et d'autre part, non pas la déconstruction, mais le fait de mettre des bâtons dans les roues aux syndicats dans l'entreprise. Donc je décris tout ça. Et puis alors la deuxième réflexion, c'est pour confirmer l'histoire de José, c'est-à-dire l'eau qui descend. Effectivement, dans les partis, faire descendre l'eau, oui. Le Conseil national se réunit et il fait descendre l'eau. Nous sommes tous informés et, je confirme ce que dit Jean-Pierre, nous recevons des dossiers qui sont très volumineux, qui peuvent faire des dizaines et des dizaines de pages, hein, puisque nous avons les discours des uns et des autres, les interventions, les ceci, les cela, les résolutions, etc. Bon. Oui, mais moi, je découvre que le Conseil national s'est mobilisé sur tel sujet, sur tel autre, etc. Ah bon? C'est un sujet important, je n'étais pas au courant. Personne n'en avait parlé. Bon. Donc, c'est ça qu'il faut gérer. C'est comment on fait pour que les cellules, les sections et les départements apportent une contribution, en amont des réunions nationales, apportent une contribution. Encore une fois, c'est comme pour les autres idées, je ne disconviens pas du fait que là, on est dans un système peut-être beaucoup plus lourd, hein, beaucoup plus complexe que le Conseil national qui se réunit et qui, à travers les courriers électroniques,
diffuse. Bon, Oui, mais à ce D'accord. que tu dis là, quand même, c'est on revient à la même chose, c'est-à-dire au niveau, à la base, comment tu veux réunir des gens s'il n'y a pas trois pelés, quatre tendus, l'union fait la force. Quelqu'un a une idée, il discute, on est d'accord. que là, On est d'accord. enfin, moi, il me Le semble, nom- hein, je suis pas dedans. Bien sûr, le nombre de membres des partis, quel qu'il soit, Ben voilà, il je est pense. devenu tellement faible qu'il devient de plus en plus Il y a- difficile de faire. Il n'y a pas de dynamique à une échelle Bien de entendu. base, quoi. Bien Enfin, sûr. il me semble. Alors j'en viens à la deuxième idée, considérer tous les membres d'un parti politique comme des intellectuels. Et c'est une idée gramscienne. Gramsci qui dit au fond que nous sommes tous intellectuels par nature. Pardon, que nous ne sommes pas intellectuels par nature, mais que nous ne le sommes que par fonction. Gramsci dit qu'il n'y a pas des gens dans la société qui sont intellectuels avec un I majuscule et d'autres qui ne le seraient pas. Donc il dénaturalise d'emblée cette affaire-là. Il dit en fond, c'est une construction sociale. La société veut que parmi les fonctions qui peuvent être exercées, il y a des fonctions intellectuelles et d'autres qui ne le sont pas. Il y a une division du travail. Tout ceci est une construction sociale. Ces différences, elles ne sont pas naturelles. Et Gramsci met en plus l'accent sur une autre idée décisive. Il dit il est impossible de concevoir une activité humaine dont on puisse exclure tout à fait l'intervention intellectuelle. C'est impossible. Gramsci, il vise les ouvriers, tous les ouvriers, etc., etc. On ne peut pas. L'exécution sans réflexion, cela n'existe pas. L'exécution comporte toujours une part de réflexion. On peut parler d'intellectuel, nous le disons tous les jours, hein, celui-là c'est un intello, etc., etc. Bien sûr, c'est sûr que si on prend des profs de fac, oui, ils sont intellectuels par fonction, par métier, ils sont profs de fac, mais parler de non-intellectuels, ça on ne le peut pas. On peut dire qu'il y a des intellectuels par fonction, mais parler de non-intellectuel, non. On ne peut pas le dire. L'intellectualité, dit Gramsci, se niche partout. Oui, mais attention. Pardon. Oui, juste quand on parle d'intellectuel, d'intellectualisme, il faut qu'il y ait production intellectuelle. Parce que si l'individu ne produit pas un côté intellectuel, s'il ne donne pas des recherches ou des études pour faire avancer le processus, il n'est pas intellectuel. Alors, Non. ça, c'est un aspect de l'évaluation des profs de fac, par exemple. Ils sont évalués en fonction, pas que, mais aussi en fonction de leur production. Oui. Voilà, un prof de fac, son job central, c'est de faire avancer les connaissances. Bon, ça commence par sa thèse. Une thèse d'État, ça a pour but premier de faire avancer les connaissances dans un domaine particulier. Et donc, la fonction des profs de fac, c'est celle-là, c'est de faire avancer les connaissances. Et donc, ils sont aussi évalués en fonction de leur production, évidemment. Mais bon, il y a des intellos qui ne sont pas des profs de fac, mais qui sont par exemple des essayistes, des choses comme ça. Ils sont un petit peu aussi dans cette logique-là, puisque un essayiste, il va s'attacher à publier régulièrement des choses. Oui, c'est une production intellectuelle. C'est une production intellectuelle. Mais est-ce que parfois on ne confond pas, quand on parle d'intellectuel, quand
une entreprise, c'est plutôt quelqu'un qui détient du pouvoir. Je ne sais pas du patron, mais des employés qui détiennent du pouvoir sur d'autres. Ça, Les employés aux écritures. ça peut être, Oui. C'est pas aux écrits, mais c'est pas eux qui produisent. ça peut se croiser, on va y revenir, ça peut se croiser. Mais en principe, le fait d'être détenteur d'un certain savoir n'est pas automatiquement lié avec le fait de capter du pouvoir dans une organisation. Mais c'est vrai que c'est souvent le cas. Moi, je sais pas, mais je prendrais volontiers l'exemple de quelqu'un qui fabrique une table, une chaise, parce qu'il est menuisier. Me faites pas croire que c'est pas un intellectuel. C'est vrai qu'il va se servir de ses mains, mais il va d'abord, dans sa tête ou sur le papier, imaginer cela. Donc, C'est un créateur. non, c'est un intellectuel. Dans sa fonction, on ne le présente pas comme ça. Mais c'est un intellectuel qui ensuite passe à autre chose au moment où il faut le concrétiser, ce qui est dans sa pensée. Le gars de la fac, j'espère que de temps en temps il fait la cuisine. Et quand il n'est plus en fonction d'intellectuel, j'espère qu'il sait tenir une casserole, pas par le bout qui chauffe, par exemple. Et non, c'est un truc, mais alors, qui est on ne peut plus simple, c'est en reprenant ce type de division intellectuelle, manuelle, on est en train de reprendre les catégories qui permettent d'évacuer exploiteur, exploité. En réduisant à autre chose que ce qui fait la division essentielle. Et je crois que là-dessus, on a un vrai problème. C'est pour ça que je revenais sur les couches sociales, les couches moyennes et petits coins, les strates. Moi, je crois que, et c'est ça qui est conforme, me semble-t-il, à la pensée de Gramsci et de bien d'autres, dont Lénine, quand il parle de la cuisinière ou du cuisinier. Je crois qu'il est indispensable que, là encore, c'est une parole de Lénine, former, ou enseigner, apprendre. Il y a un double sens du mot russe là-dessus. Moi, je crois que c'est essentiel. Et ce qui fait, me semble-t-il, comprendre le mieux, c'est ce qui se passe dans les scopes, actuellement. Où on a des ouvriers qui étaient à la production, et qui sont capables d'exercer des fonctions intellectuelles qui sont nécessaires en termes de gestion, en termes de fabrication de nouveaux produits, en termes de débouchés de marché. Oui. En fonction des expériences, mais ils ont appris. Et c'est pas pour rien que dire, moi je voudrais qu'il y ait un peu plus de démocratie dans l'entreprise. Moi je voudrais que les gens aient le droit de dire, tiens, je vais donner celui-là d'exemple. Les syndicats CGT et d'autres à Renault, dans le temps, sont battus pendant des années parce que Renault était en train de monter de gamme, parce qu'ils disaient le marché maintenant, les gens peuvent acheter des grosses voitures. Ils se sont battus pendant des années pour qu'il y ait production d'une petite voiture abordable. C'est la Twingo qui est arrivée comme ça. Donc ça remonte à quelques années. Mais vous ne savez pas la bataille que ça a représenté pour eux. C'est eux qui les fabriquent. Hein. Eux, ils avaient un peu réfléchi à ce qu'ils faisaient. Ce n'était pas simplement des gens qui conduisaient des machines. Ils avaient une idée de ce qu'il y avait comme problème de circulation, avec le pouvoir d'achat qui était en train de changer, etc. Et ils sont battus comme des diables. Mais dans la plupart des entreprises d'aujourd'hui, c'est le modèle centralisé. Il y a un conseil d'administration qui dit nous, il faut que ça rapporte tant. Donc, on va aller fabriquer. Tiens. Les grosses boîtes allemandes, mais ça va devenir pareil pour Renault et les autres, ils sont en train de foncer vers la vente d'armes, donc la production d'armes, de matériel militaire,
Parce que c'est ce qui va rapporter dans les années qui viennent, si on ne s'en mêle pas. Allez, Alors, rapide et rapide. sur le côté intellectuel, c'est vrai que, en général, on disait que les militants du Parti communiste, c'était des intellectuels. Pour quelle raison? Il y avait la formation, tout ce que tu dis, mais il y avait des contraintes. Un militant, toutes les semaines, il y avait réunion de cellule. Réunion de cellule, ce n'était pas la secte. C'était étudier les problèmes de société, du quartier, de là où on habitait, dans la cité HLM, etc., pour faire des propositions. Il y avait de là le relais des sections. Moi-même, j'étais distributeur de section de l'Ouest, 485 adhérents, un peu, une section. Pareil, il y a tout qui remontait, il y avait des échanges. Donc on avait un collectif intellectuel. Et c'est pour cela que de nombreux militants communistes devenaient des leaders dans les syndicats, CGT, FSU, etc. Pour quelle raison? Parce qu'il y avait cette formation et la connaissance de la société telle qu'elle est, et pas celle que donnaient les médias à l'époque. Seulement, les médias n'avaient pas autant de puissance qu'aujourd'hui, où dedans on dénature tout, où les milliardaires prennent tout en main, et même, j'écoutais France Inter, c'est ma radio, je suis de plus en plus déçu parce qu'ils vont dans le même style que LCI, que BFM, etc. Pour quelle raison? Ils ont peur de se faire dépasser. Donc, et on intoxique les gens. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de réflexion. Moi j'habitais dans le quartier là où il y a les HLM, ouais, il y avait une autre cellule, on voyait les problèmes des locataires, etc. Donc on intervenait de partout. Et tout ça, ça s'est détruit parce qu'il n'y a plus de réunion, de réflexion sur tous les problèmes de société. Donc pour résumer cette conception qu'a Gramsci et que Quétier reprend à son compte, c'est une conception, vous voyez, qui est dynamique et offensive en ce qui concerne le membre du parti, quel que soit le parti. Gramsci va jusqu'à parler d'intellectuel organique, ce qu'il entend par là. Alors là aussi, j'ai fait une conférence sur l'hégémonie. Il fut un temps, il y a plutôt 4 ans que 3 d'ailleurs, sur l'hégémonie, donc vous pouvez vous référer. L'intellectuel organique, c'est celui qui fait des causes pour un parti, pour une cause, pour une classe, etc. Et plus il est proche de la classe, plus il est identifiable à la classe, eh bien, plus il va être organique, plus il va être intellectuel organique. Il y a des niveaux dans l'intellectuel organique. Bon, pour la bourgeoisie, on va dire, ce sont les commis, c'est ce que nous appelons, nous, avec une connotation négative, les commis de la bourgeoisie, par exemple. Mais avec une connotation négative, on est bien d'accord. La conséquence de ce qui vient d'être dit, c'est que le parti doit être un lieu de formation intellectuelle. Je n'y reviens pas, ça a été évoqué à quelques reprises, et donc je passe là-dessus. Troisième idée, elle a été évoquée aussi, c'est que, je vais terminer là-dessus, c'est que le parti doit retrouver une assise de masse. Pour faire tout ce qui vient d'être dit, il faut une assise de masse. C'est évident, il faut des combattants. Hein, et évidemment, aujourd'hui, c'est ce qui manque. Aujourd'hui, c'est ce qui manque, même si le PC est encore peut-être à 40 000 ou 35 000, je ne sais pas combien, mais il faut retrouver une assise de masse. Les cellules d'entreprise, ça a été évoqué, les cellules d'entreprise. Il faut reconstituer des cellules d'entreprise. Alors peut-être qu'aujourd'hui nous ne pourrons pas le faire tel quel. Peut-être qu'aujourd'hui nous ne pouvons viser que des cellules inter-entreprises. Parce que nos forces étant ce qu'elles sont, on ne va plus faire vivre 15 entreprises au gaz. 10 cellules à l'usine à gaz. 10 cellules à l'usine à gaz, 45. etc. C'est exclu.
Mais nous pouvons, sur un territoire où il y a 2 ou 3 entreprises qui ne sont pas exclusives les unes des autres, peut-être que dans la vallée du Var, ça peut s'imaginer, dans la ville de Nice, je ne sais pas trop, j'ai pas l'impression en tout cas, mais il y a des endroits vers Nice-Ouest, la vallée du Var, qu'est-ce qu'il y a encore comme endroit comme ça, la Trinité, Comte, etc. Il y a quelques endroits où on peut trouver 2, 3, 4 entreprises. Peut-être est-il possible de faire vivre des cellules inter-entreprises pour faire vivre 3, 4, 5, 6 ou 10 militants, plutôt 3, 4, 5, 6 peut-être que 10. Mais il faut commencer par le commencement. Bon, donc des cellules d'entreprise, ça c'est quelque chose qu'il faudra réfléchir. Le parti s'est fixé l'objectif de recréer des cellules d'entreprise au 39e congrès, si je ne me trompe pas. Hein, c'est-à-dire il y a 3 ans. Bon, mais les actes n'ont pas suivi. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a une répression patronale incroyable envers les syndicalistes. Ouais. Moi, ce que j'ai vécu personnellement en usine, j'étais stagiaire. 2 mois après, j'étais secrétaire général de la CGT d'une boîte des Aciers du Nord de l'avocat, 680 salariés. On m'a nommé délégué syndical, pour dire. On a essayé de me sanctionner, c'était impossible. Bon, à l'époque, c'était en 72, je sortais de l'armée, ça a été difficile parce qu'il y avait un rapport de force où la CGT faisait 92%. Eh oui. Et juste pour vous donner l'image qu'on ne pourrait pas aujourd'hui, donc je suis nommé délégué syndical d'inspection du travail et tout, il fallait 1 an d'ancienneté, ou une boîte nouvelle, mais datée depuis 1919. On préparait les wagons et on faisait les bateaux. C'était le rapport de force. Il s'est passé un truc pour me confirmer, mais qu'on ne pourrait pas faire aujourd'hui, et j'aurais vous fait licencier de suite. En plus, j'étais stagiaire. Je suis sorti du bâtiment, je rentrais là-dedans. En fin de compte, c'était pour remplacer Jean-Claude Corré comme secrétaire du syndicat qui devenait secrétaire de l'UD-CGT, parce qu'avant, ça se passait comme ça. Je sors du restaurant d'entreprise qui était à l'extérieur, à 1h moins le quart, on reprenait à 1h30. Le gardien me refuse l'entrée de l'usine. Et vous savez, dans les grosses boîtes, vous avez le droit au local syndical, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, nuit et jour. Je reste là, et il arrive les copains, j'ai dit les gars, on m'empêche de rentrer. Sur 680 gars, il y avait au moins 550 qui sont restés devant. Voilà. La sirène sonne, la barrière s'ouvre, personne qui rentre. Le directeur, il arrive, il dit qu'est-ce qui se passe? On a empêché notre secrétaire général de rentrer dans l'usine. Ah bon, on venait au bureau, j'avais 24 ans. Écoutez, c'est incroyable. Donc, il y a le bureau, donc je dis c'est le gardien, m'a empêché de rentrer dans l'usine. Qui vous a donné l'ordre? Chef du personnel. Maintenant, DRH, ça fait bien. Chef du personnel. Écoutez, j'ai jamais vu, je l'ai toujours ça. Le gars, chef du personnel, qui était très autoritaire, presque à genoux, Monsieur Crémieux, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, etc. Vous voyez? C'était le rapport de force. Donc le directeur administratif, il dit bon, c'est bon, on dit ouais, on y va. La sirène sonne, personne qui rentre. Parce que les anciens m'avaient bien. Mais je tremblais, hein, je veux dire, je n'étais pas à l'aise, j'avais 24 ans. Le directeur, il dit qu'est-ce qui se passe? C'est notre secrétaire général qui va donner l'ordre de rentrer. Et moi j'ai levé la main, j'ai dit allez, le stagiaire. Mais aujourd'hui, vous avez vu que même des délégués syndicaux ils sont traînés dans les tribunaux. C'est important ça. Et il y a eu aussi quelque chose, on a voulu nous compromettre, les leaders syndicalistes dans les boîtes. Moi par exemple, j'étais secrétaire organe de l'UL de Cannes, et je m'occupais de la résorption des bidonvilles de Cannes, avec le maire Corne-Gentil à l'époque, etc., qui était progressiste. Enfin. Comme par hasard,
les heures que je sortais de l'usine, on me les payait. Pourtant, la CGT me les payait, les heures dehors. Mais on ne pouvait pas m'empêcher de sortir de l'usine parce qu'on faisait des mandats. Par contre, dans la boîte, quand je dépassais mes heures de délégation, bouf, c'était déduit du salaire. Bon, ça c'est mon exemple personnel. Mais moi, quand j'étais à la direction fédérale, quand j'ai vu les copains de l'EDF, qu'on les mettait à Brancolard, en dehors de là où il y avait les salariés, dans des locaux de luxe, quand j'ai vu la sécurité sociale, il y avait Marine Inqui, tu te rends compte, ils nous ont fait un local à la place de bureaux et tout, etc. Je dis, mais ça se trouve où? C'était en dehors de là où il y a les salariés. Les seuls qui ont résisté, c'est la SNCF, parce que quand on était invité, on mangeait dans le restaurant d'entreprise SNCF. Et EDF, ça m'est arrivé, le secrétaire général du syndicat EDF, qu'est-ce que vous voulez manger, là, le truc, il téléphonait, il commandait des repas. Pas ce qu'il y avait dans la cantine, mais ce qu'il voulait bien, et qu'on apportait des repas. Donc, et là, ils se sont fait mousser, et c'est comme ça qu'ils ont déstructuré toutes ces entreprises avec des avantages en favorisant les responsables syndicaux. Alors, je rebondis sur deux choses. C'est important ce que vient de dire Jean-Pierre. Il décrit les années 70. Ouais. Années 70, nous sommes à la fin d'une période qui va encore durer 5 ans, 6 ans, 10 ans. Mais nous sommes à la fin d'une période. C'est-à-dire, c'est la fin de la période qui a commencé à la libération. Carrément. Donc 45, 75, 30 ans là, 30 ans au cours desquels le mouvement ouvrier a eu de l'influence dans tous les domaines. Et c'est à ce moment-là qu'il va commencer de la perdre. Comment ça va se passer? Je vous renvoie aux 2 conférences que j'ai signalées. Pendant le septennat de Pompidou, de Pompidou, avec Chaban-Delmas comme Premier ministre. Souvenir? Oui. Bien. Donc, Pompidou président, Chaban-Delmas Premier ministre. 74. Ouais, c'est ça. Au moins une dizaine d'accords nationaux interprofessionnels vont être pris. Je les décris dans mes conférences. Qu'est-ce qu'ils vont avoir comme conséquence? C'est ce que Jean-Pierre explique. C'est-à-dire qu'on va arroser les militants syndicaux davantage. Là, c'est des locaux, ou bien il y a l'histoire des heures à l'extérieur remboursées et à l'intérieur pas remboursées, etc. Bon. Et les années vont passer, tout ça va se mettre en place, va se rôder. On file des locaux qui sont au Diable Vauvert, là où il n'y a personne, etc., etc. Et on va aboutir à quoi? C'est que les ouvriers vont finir par dire, ils vont quitter le syndicat. C'est à ce moment-là que la désyndicalisation commence. C'est à ce moment-là, dans les années 70-80. Et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est pas moi qui ai quitté le syndicat. Oui. C'est le syndicat qui m'a quitté. Voilà ce qu'ils vont dire. C'est ça que les chercheurs qui essaient de décrire toutes ces choses dans les années 70-80 obtiennent comme discours de la part des ouvriers. Vous avez un bel ouvrage, Le Nouvel Esprit du Capitalisme, aux éditions Tel, chez Gallimard, qui décrit ça, en particulier, qui décrit beaucoup d'autres choses, mais qui en particulier
décrit ça de manière extrêmement précise, qui consacre une partie à tout ça. Voilà, j'avance. Donc, bon, le parti, c'est bien gentil de dire il faudrait faire ceci, il faudrait faire cela, mais les forces manquent. Elles manquent d'autant plus qu'il fut un temps, le parti pouvait s'appuyer sur des mouvements de masse. Ce n'est plus le cas. Les mouvements de masse, Secours populaire, Union des femmes françaises, les syndicats en premier lieu, la RAC, Association des résistants et anciens combattants. Non, républicaine, Association républicaine des anciens combattants. Association républicaine des anciens combattants, etc., etc. Il y avait encore la FSGT, bon, aujourd'hui ce n'est plus le cas. Si vous prenez le Secours populaire par exemple, ce n'est plus du tout une excroissance. Je vous ai raconté. Oui. J'étais à l'Assemblée générale. C'est vrai qu'auparavant, j'étais au conseil d'administration depuis très longtemps. Les communistes étaient de partout. Là, je n'ai pas vu. Non. 200 personnes, des jeunes, d'origine maghrébine, d'Afrique, qui font ce qu'on appelle des maraudes, etc. Vraiment enthousiastes et tout. Mais aucun parti. Par contre, Estrosi avec 4 adjoints au maire, ils étaient présents. Et oui. Et donc, changement d'époque. Oui, auparavant. Et c'était surprenant. Bien sûr. Et c'est quand même une association qui, en sachant que il baisse le budget de 30% en 2026. Ça, c'est l'État. C'est l'État, le département, qui réduit les aides aux associations qui font des actions sociales et surtout de logement des SDF asile de nuit. Là, il diminue, là. Hein? Il diminue les... Oui, l'État. Là, il y a alors ça c'est une précision. J'étais gérant du bâtiment du Parti communiste, donc on louait l'étage à la Fondation de Nice. 428 salariés, 40 millions de subventions. Ils s'occupent des SDF, des femmes battues, etc. Et qui commettent aux associations, mais qui ne sont pas connus, qui dépendent de l'évêché qui a été créé en 1890. Voilà, donc. Et là, ils ont rompu le bail en disant on n'a plus de subventions du conseil départemental pour aider les SDF en asile de nuit, parce qu'ils font rue Balachano, asile de nuit. Et il y a l'asile de nuit pour les femmes, un bâtiment d'un côté. Ouais. Donc vous voyez un peu la chose. Et donc il va y avoir de plus en plus dans notre société, qu'on ne mesure pas bien, une précarisation incroyable. Alors là, pour moi, il y a un enjeu, peut-être je me trompe, j'en ai parlé y compris au premier adjoint de la ville de Nice, je lui ai dit que j'étais un communiste, mais qu'il y avait un problème. C'est Ciotti, je suis sûr, parce que le premier qui est le financier du conseil départemental, qui a supprimé la subvention. Enfin, oui, c'est le conseil départemental. Pourquoi? Parce que comme ça, dans les municipales, il va y avoir plein de SDF qui vont venir de partout. Et le Ciotti va dire, vous voyez, Estrosi, ce qu'il fait, etc. Mais là aussi, c'est le secrétaire du Secours populaire, j'ai discuté avec lui, il a vu le préfet il n'y a pas très longtemps. Le préfet il a dit, vous savez, quel que soit le budget qui sera voté au niveau national, il va y avoir une réduction des transferts de l'État vers les collectivités territoriales, et ça va être les services sociaux qui vont être impactés. Voilà. C'est pour cela que le Secours populaire, quand il a préparé son budget, il a tenu compte des aides qu'il n'aura pas. Ouais. Et ça, on n'a pas. Donc le troisième objectif, c'est reformer, reconstituer un lien avec les masses populaires.
Ce n'est pas un objectif facile du tout, puisqu'il n'y a plus les membres du parti qu'il y avait avant, bien évidemment. C'est la raison pour laquelle, dit Quétier, on ne peut pas non plus refaire les choses telles qu'elles ont été faites il y a 40 ans, 50 ans. Hein, par exemple, le Secours populaire, il n'existe plus comme il existait il y a 40 ans ou 50 ans. Et donc, il pense qu'il y a des formes d'action qui, auparavant, relevaient du Secours populaire, qui peut-être pourraient maintenant être reprises par le parti lui-même, Et il pense, tu vas voir ce à quoi je pense, il pense à toutes les formes de solidarité concrète. Par exemple, au moment des rentrées scolaires, la distribution de cartables, enfin de packs, la distribution moi je l'ai fait fourniture. pendant plusieurs années, et la nouvelle direction fédérale nous a foutu dehors. Et ben voilà, donc là aussi c'est un autre on exemple. donnait des fournitures scolaires, la dernière fois qu'on a fait, c'était 680 familles, Oui. donc avec plusieurs enfants. Mm. Beaucoup, c'est vrai, d'immigrés, mais c'était... Et les fournitures scolaires, on en recevait, y compris des supermarchés, des dons personnels, et c'était une grosse organisation qu'on a organisée à partir de juillet pour la rentrée de septembre. On a un exemple en Autriche d'un parti communiste qui a pris à bras-le-corps ce sujet-là, ce chantier-là. C'est dans la ville de Graz, en Autriche, qui pendant des décennies et des décennies a géré, disons, a pris à bras-le-corps ce chantier-là de la solidarité dans la ville, vis-à-vis des pauvres, des SDF, etc., etc. Et en 2021, le Parti communiste d'Autriche a obtenu la victoire au municipal de Graz, de la ville de Graz, Graz, en 2021. Bon, ça montre qu'il est possible d'obtenir des résultats électoraux en s'investissant dans ce genre de choses. Oui. Deux choses. Tout à l'heure, je t'ai repris sur l'ARAC. C'est un truc qui me semble, dans le département, sacrément important. L'ARAC, c'est l'association républicaine, parce que de l'autre côté, issu de la tradition militariste et autres, il y avait l'Union nationale des anciens combattants, qui correspond aux ligues et tout le reste. Le premier boulot qu'a fait Barrel, c'est là. Et il ne faut pas oublier que notre parti, ici, il est issu de l'après-première guerre mondiale. Barrel, il fait partie de ces gens-là, décorés, mais dégoûtés, comme Barbus, par la boucherie. Et l'objet, c'est pour ça qu'ils n'étaient pas aux anciens combattants, parce que ça, c'était les beaux fachos traditionnalistes, mais il fallait qu'il y ait une solidarité entre tous ces gens qui, comme lui, étaient dégoûtés. Et la bataille autour de l'ARAC, elle a été épique. Épique, d'autant plus qu'elle se faisait à travers deux composants du mouvement ouvrier aussi. Donc, je ne veux pas y revenir, mais ça correspond à tout ça. Et le travail, c'était aussi d'expliquer ce qui s'était passé, pourquoi la guerre, etc. À ces gens. Pourquoi aujourd'hui ça n'existe pratiquement plus? Parce qu'ils ont essayé d'augmenter les adhérents en réfléchissant à ce qui était leur base. Et leur base, c'était aussi les appelés qui étaient partis en Algérie. Ça, pendant un temps, ça marchait. Mais les appelés qui étaient en Algérie, on est en train de les enterrer les uns après les autres. Hein. Et oui, il faut avoir ce genre de truc en tête. Forcément, un truc comme l'ARAC, ça diminue. Et quand tu parles du secours populaire, etc., c'est vrai, il y a peut-être moins de communistes, oui, mais parce qu'il y a moins de communistes de façon générale, parce que le travail d'explication, il ne s'est pas fait. Et moi, je voudrais qu'on repense sérieusement à ce genre de choses. Il n'y a pas eu que Grasse qui a basculé.
Mais ça s'est fait après-guerre, mais ça s'était déjà fait après le Congrès. Toute la ceinture rouge autour de Paris, toutes les municipalités, elles ont été gagnées par ça, parce qu'il y avait justement un travail de solidarité envers tous les exploités. Bien sûr. Aujourd'hui, dans nos discours, peut-être qu'on a un loupé sur ça. Je crois que c'est pas. Il faut expliquer comment ça se passe hein, concrètement. Pourquoi ici, les gens ils n'arrivent pas à se loger. Quelle est cette politique du tout tourisme? Et puis, pas hésiter à aller au-delà de simplement ces petits trucs matériels. Moi, le dernier truc que j'ai vu, et comme ça je termine là-dessus, je crois que c'est pas simplement, et ils ont raison, les camarades autrichiens, de faire de cette façon-là. Mais il faut qu'on mène toutes ces batailles-là. On est en train d'avoir l'extension de l'aéroport. A priori, il y a des petits pastis qui se passent. Mais dans les petits pastis qu'on a vus, il y a l'histoire de l'atterrissage, etc. Bon, on va mettre autour. Mais on leur colle le badge, là-bas. Mais est-ce qu'on a mené une bataille sur le badge des contrôleurs? Et aujourd'hui, on apprend, enfin aujourd'hui, il y a une semaine, on apprend que la tour de contrôle, elle a des problèmes de conception, et donc de structure. C'est pas simplement une piste qui est mal éclairée par rapport à l'autre, ce qu'on veut cacher. C'est pas parce qu'il y a les contrôleurs qui gèrent eux-mêmes leur présence dans la tour de contrôle, c'est pas le badge, c'est pas les militaires qu'il faut, non, c'est repenser l'aéroport. Et là, ah oui, eux ils y pensent, hein. Ils étendent. Qu'est-ce qu'on a à côté? Une zone Natura 2000. Il y a des assos qui commencent à se battre hein, là-dessus, en disant, c'est pas possible, le débouché du Var, c'est une zone de Natura 2000. Que se passe-t-il? Non, tout va bien, les oiseaux, ils sont... Et puis, comme ça commence à monter un peu, regardez, il y a une semaine à peu près, photo, ni ce matin, des gens qui sont en train de pêcher là-dedans. Parce que c'est les pauvres diables hein, qui pêchent, qui sont en train de foutre en l'air la zone naturelle de l'île, et pas l'aéroport qu'on est en train d'agrandir. Attendez, faites-moi rire, mais voilà. Et je crois qu'il faut ramener ce genre de choses hein, sur les intérêts des exploités, c'est pas de taper sur celui d'à côté. Parce qu'actuellement, on en est là. Et on oublie de parler de... Oh, qui c'est qui gère l'aéroport? C'est ceux qui vont avoir, parce que c'est la Chambre de commerce et d'industrie qui gère ça, c'est ceux qui vont tirer les bénéfices, parce qu'ils vont avoir les hôtels, ils vont être obligés de construire du haut. Regardez, moi, c'est un truc qui m'a frappé cette semaine. Il y avait une belle photo avec on gueule parce que le nouvel hôtel ultra étoilé qui est dans le Dionys, à l'ancien couvent. Oui, ben, commission de sécurité ne peut pas lui donner, de commission d'agrément qui passe régulièrement après les travaux pour voir la conformité au permis de construire, a dit non, c'est pas possible. Ah bon? Pas possible. Piscine, non prévu. Un bar, non prévu. Et pour ça, ils ont cassé des restants hein, qui existaient. Que dit Nice ce matin? Il raconte une histoire, on en a... mais c'est pas grave. La direction annonce qu'elle va passer un permis modificatrice. Mais attendez, on en est où là? Il y a des gens qui sont pleins parce que c'est déjà le pastis avec la circulation en temps normal. Là maintenant c'est encore pire parce qu'il y a des poubelles qui sont mises n'importe où, etc. Et on apprend qu'ils ont le droit de faire n'importe quoi. Mais qu'est-ce que c'est ces gens? C'est pas les ouvriers qui ont construit hein, qu'il faut taper. Voilà, il faut qu'on reprenne l'habitude de travailler sur du concret. Voilà. Donc, juste une précision sur l'aéroport, c'est reconnu même par le ministre des Transports, il y a 35 postes à la tour de contrôle. 35, vous vous rendez compte ce que c'est? ah oui, quand même. Oui, ils reconnaissent qu'en fin de compte, c'est la tour de contrôle. Alors on a beau dire, moi j'ai connu un contrôleur du ciel, c'est vrai qu'il s'arrange, écoute, tu me remplaces, bon, il
ne marquent pas sur le fichier, etc. Bon, ça, mais en réalité, c'est parce qu'il manque des contrôleurs. Donc je résume, l'heure a tourné, hein, vous êtes au courant que l'heure tourne. Hein, voilà. Donc je résume donc les propos que j'ai voulu tenir aujourd'hui. Donc premièrement, le centralisme démocratique, il ne faut pas le considérer comme une vieille idée avec laquelle il n'y a plus rien dont il n'y a plus rien à tirer. Le centralisme démocratique peut rester un point d'appui pour une organisation partisane. Sans doute il faut le moderniser, c'est ce que dit Quétier. Moi personnellement, j'aurais tendance à dire que on peut même essayer d'inventer un centralisme démocratique qui serait compatible avec des tendances, parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui, on ne va pas revenir à un parti, quel qu'il soit, communiste ou socialiste ou tout ce qu'on veut. Le bon sens nous fait dire qu'aucun parti ne reviendra à une situation où il n'y aura plus de tendance. Donc il faut réfléchir à la manière dont on peut procéder pour faire exister et vivre ensemble des tendances au sein d'un parti dans le cadre de la restauration du centralisme démocratique. C'est-à-dire, ce que je suis en train de dire, c'est de concilier des aspects de discipline et d'hiérarchie, mais aussi des aspects d'expression non contrainte de la base, y compris dans des tendances différentes. La deuxième idée que j'ai évoquée, c'est considérer tous les membres d'un parti politique comme des intellectuels, avec ce que cela comporte comme conséquence beaucoup de formation, bien entendu, mais la question du centralisme démocratique, on la retrouve aussi, hein, comment on fait pour que tout le monde s'exprime. Et puis donc la question de l'assise populaire de masse, qui est une question difficile. Comment on fait ça, évidemment, quand on n'est plus à 500 000 membres, mais à 50 000, 10 fois moins. Bien entendu, c'est difficile. Mais il y a quand même des aspects qui restent en notre, disons, en notre maîtrise. Par exemple, c'est le choix des thèmes que l'on peut faire pour aller vers les gens. Quand tu parles du logement, par exemple, moi je pense que oui, ça c'est un sacré sujet, le choix des thèmes. Le mode de vie des élus également, il doit être irréprochable, il doit être aussi proche que possible des masses, etc. etc. Voilà, pour ce cycle de 3 conférences, vous trouverez le texte sur Internet. Je vous indique tout de suite que j'ai beaucoup caviardé le texte qui a été rédigé, que j'ai rédigé, hein, puisque en fait le débat a été extrêmement riche et donc j'ai passé beaucoup de sujets, beaucoup de thèmes. J'ai zappé beaucoup de choses, mais vous le trouverez, hein, le texte intégral tel que je l'avais prévu, vous le trouverez sur Internet. Ce que je vous propose, c'est de commenter le document que je vous ai passé, qui est relatif au programme de janvier à juin 2026. Donc, au titre du thème pluriannuel, colonne de gauche, de janvier à juin, notre sujet global, c'est le capitalisme. Mais je vais aborder beaucoup de sujets extrêmement contemporains, modernes, contemporains. Je vais accorder une place non négligeable à tout ce qui est révolution numérique, nouvelles technologies, etc.
Donc le 7 janvier, une conférence introductive. Le 14, le système économique capitaliste, ça c'est une présentation de la constitution économique du capitalisme. Commencez par ça. 21 janvier, élargir notre conception du capitalisme, parce qu'il n'y a pas que le côté économie, il y a aussi beaucoup d'autres sujets. On va voir ça. 28 janvier, les forces productives, qui sont en pleine évolution, et donc quelques remarques là-dessus. 4 mars, l'intelligence artificielle et la société. Quelque part, cette conférence du 4 mars, elle est une conférence introductive des diverses conférences qui vont intervenir au cours du semestre sur l'intelligence artificielle. Donc l'IA et la société, le 4 mars. Le 11, l'IA, comment ça marche. On va entrer dans un peu plus de considérations techniques, comment ça fonctionne, comment ça marche. 18 mars, travail productif et travail improductif. C'est un débat qui est important. 25 mars, la finance. 29 avril, le techno-féodalisme. Ça recouvre ce concept. Le fait que dans nos sociétés, ce sont les GAFAM qui s'arrogent énormément de pouvoir, y compris d'influence sur les États. 6 mai, le capitalisme de surveillance en 2 fois, le 6 et le 13. Donc là, le sujet, c'est que des sociétés comme Google, Facebook et d'autres, Google, Facebook sont les plus emblématiques, par leur activité même, accumulent sur les individus des données en quantité absolument gigantesque dont ils font commerce. Le commerce, en quoi consiste-t-il? Eh bien, comme elles finissent par savoir beaucoup de choses sur les centres d'intérêt des personnes, leurs goûts, leurs centres d'intérêt, leurs activités, leurs déplacements, etc., etc., eh bien, elles peuvent définir des profils de chacun et vendre ces profils aux multinationales diverses et variées qui, avec ça, évidemment, placent leurs produits. On verra ça. Le 20 mai, le 27 mai et le 3 juin, 3 conférences successives sur l'aliénation numérique. Le 20 mai, aliénation numérique au travail. Le 27 mai, hors travail. Et le 3 juin, une espèce de conclusion, nos personnalités colonisées par les GAFAM. Et enfin, le 10 juin, sortir du capitalisme. Et en colonne de droite, eh bien, vous voyez que le 4 février, le 11 février, le 1er avril et le 8 avril, donc Robert Charvin et moi, nous allons proposer 4 conférences sur la géopolitique intitulées « Tectonique des puissances ». Tectonique des puissances, j'ai déjà parlé de ça dans une conférence, c'était rue Guizol, avec Robert Charvin d'ailleurs, mais plutôt rapidement, sans entrer dans le détail. Là, on va en faire 4 conférences sur le sujet. Donc, ce n'est pas encore cadré à 100%, c'est pour ça que je ne rentre pas dans les détails. Mais bon, qu'est-ce qui se passe en ce moment en termes de tectonique des puissances à côté de quoi il ne faut pas passer? Et puis le 17 et le 24 juin, Socialisme d'État et capitalisme par Jean Roblin. Vous vous souvenez peut-être que ces 2 conférences étaient programmées en septembre et octobre, ou en octobre-novembre, je ne sais plus, et que nous avons dû les déprogrammer pour cause d'indisponibilité de Jean Roblin.